Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de la COSI. Ce soir, nous allons parler d'archéologie avec Nicolas Latteur, qui est lui-même archéologue, qui a travaillé pas mal d'années au muséum d'Orniac. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a pu avoir des relations régulières avec des spéléologues et il connaît aussi ce réseau-là. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Sa présentation durera environ 30 minutes et après, nous traiterons les questions. Bonne conférence à tous. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonsoir à tous. Je suis moi aussi très heureux d'être avec vous ce soir. Je dois bien avouer que c'est ma première conférence en ligne. J'ai plutôt l'habitude d'avoir du monde devant moi et d'interagir avec les gens. On change un peu de format ce soir. C'est pas pour me déplaire, c'est tout aussi intéressant. Et l'aura d'une conférence en ligne est tout aussi intéressante. Mais voilà, s'il y a quelques bafouillements ou si je parle un peu vite, je tâcherai de m'en apercevoir par moi-même et de me corriger. En tout cas, c'est un réel plaisir que je suis avec vous ce soir. Et peut-être pour commencer cette présentation et pour continuer dans les propos qui viennent d'avoir lieu juste à l'instant et me présenter un peu plus et faire le lien avec ce que je vais développer par la suite. Peut-être vous présenter mon domaine, mon domaine d'expertise, mon domaine de travail, mes missions au quotidien. Effectivement, je suis archéologue. Je suis même archéologue départemental puisque je travaille pour une collectivité départementale, le département de l'Ardèche. Au titre de mes missions d'archéologue départemental, j'interviens sur 2 grands volets, ce qu'on appelle l'archéologie préventive et j'y reviendrai dans ma présentation tout à l'heure. J'interviens notamment dans le cadre de diagnostic d'archéologie préventive puisque nous sommes un service qui est agrémenté par les services de l'État pour cela. Donc on intervient en amont de l'aménagement du territoire et en tant qu'archéologue, je réalise aussi des expertises, dans le cadre de découvertes fortuites et en particulier, c'est l'une des forces de notre service, des expertises faites dans le cadre de la pratique de la spéléologie. J'interviens beaucoup sous terre et c'est un domaine que je connais bien également. J'ai une deuxième casquette, on va dire, hein, c'est que je suis également, rattaché à un musée, enfin notre service d'archéologie départementale est rattaché à un musée, c'est Muséal, le musée antique, d'Alba-la-Romaine dans le sud de l'Ardèche et à ce titre, je suis, responsable de la conservation préventive des collections archéologiques, que nous conservons, qui sont essentiellement des collections antiques, et également en charge de leur valorisation auprès du grand public. Donc c'est un établissement, hein, le service archéologique départemental, d'une collectivité territoriale qui intervient en fait tout au long de la chaîne patrimoniale, depuis la découverte, des vestiges, des sites archéologiques, jusqu'à leur valorisation auprès du grand public par des conférences, par une exposition, mais aussi par, l'étude et la conservation. En ce qui me concerne, j'ai également en fait 2 grands domaines de prédilection qui font mes spécificités dans le monde de l'archéologie. Une prédilection en matière de recherche, qui sont d'ailleurs étroitement liées au milieu karstique. D'une part, je m'intéresse à l'étude des avènes-pièges, notamment pour reconstituer, l'évolution de l'environnement et de la biodiversité pendant la préhistoire. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et je m'intéresse aussi également à la fréquentation du milieu souterrain par les animaux et par les hommes, à travers, différents types de témoins, d'indices, que sont par exemple les restes osseux, les os, les dents et ce qu'on appelle, les bioglyphes, c'est-à-dire les traces laissées par les êtres vivants dans leur environnement et dans ce cas précis, ben, l'environnement, c'est le milieu souterrain. Les êtres vivants, ce sont les grands mammifères et en particulier, les grands carnivores, hyènes, ours, loups, lions par exemple. Et les traces, eh ben, ce sont les empreintes, les polis, les griffades, les coprolites qu'on va pouvoir retrouver dans le milieu souterrain et qui témoignent de la fréquentation du milieu karstique par ces animaux-là. De par ces spécialités et mes axes de recherche et dans le cadre aussi de l'apport en expertise du service archéologique départemental de l'Ardèche, j'interviens sur plusieurs projets, en plus de ceux que j'ai eu l'occasion de conduire, personnellement. J'ai la chance, de faire partie de l'équipe scientifique de la Grotte Chauvet depuis 2018 où, j'étudie principalement avec, des collègues, la fréquentation humaine animale de la cavité en dehors des expressions pariétales, des expressions graphiques.
J'ai aussi la chance de faire partie du projet tout récent qui vient de débuter depuis 2022 sous la direction de Delphine Dupuis, autour de la grotte de Saint-Marcel et la reprise de l'étude de Saint-Marcel, dans le sud Ardèche. Et j'ai aussi la chance, parmi les gros projets, d'intervenir avec le SRA Occitanie sur la grotte d'Alden qui se trouve dans l'Hérault, qui est un site remarquable notamment par la présence et la conservation d'empreintes d'hyènes des cavernes, voilà, qui est un des, une des exceptions à l'échelle européenne. J'ai rejoint le groupe du coup des scientifiques de la FFS en 2023, l'année dernière, et je remercie d'ailleurs Alexandre Zappelli et Vincent Schneider qui m'ont accueilli, qui m'ont proposé de faire une première courte intervention. Le choix du sujet n'a pas été simple parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en matière d'archéologie de milieux souterrains, mais on a convenu pour une première fois, on va dire, d'une approche assez généraliste sur la diversité des sites archéologiques en milieu souterrain. Alors, je vous propose ce soir non pas une approche universitaire et classique, mais plutôt une approche et une présentation construite à l'aune des questions que j'entends régulièrement sur le terrain. Puisque, comme je vous le disais, je travaille étroitement, je fais moi-même de la spéléologie, mais je travaille étroitement avec nos collègues, notamment dans le cadre de découvertes. Et forcément, ça donne lieu à de nombreux échanges sur la réglementation, sur la diversité des sites archéologiques, hein. Qu'est-ce qui est archéologique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qui n'est pas en place? Et là, du coup, on aborde des questions de conservation. Quelle est la chronologie de l'archéologie? Quand débute l'archéologie? Mais surtout, une des questions qui revient régulièrement, c'est quand est-ce qu'on n'est plus dans l'archéologie? Quand se termine l'archéologie? Voilà. Donc, c'est une sorte de présentation de l'archéologie sous le prisme, en fait, des FAQ, vous savez, les frequently asked questions qu'on va trouver sur les sites internet. Donc c'est un petit peu cet angle-là que j'ai abordé, quelque chose d'un peu plus léger et d'assez généraliste. Voilà. Mais bien entendu, s'il y a des choses qui méritent d'être développées par la suite, je répondrai avec plaisir à vos questions. Rappeler Nicolas, le cadre très général. Oui, excuse-moi, Nicolas, je me permets de te couper. Sur ton écran, là, il y a le bandeau, vous partagez votre écran. oui, je vais l'enlever. Est-ce que Ouais. tu peux le décaler, le pousser ou le diminuer? Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop là, et je reviens en arrière. Oui, C'est bon là, il me semble. Merci. parfait. Merci. Donc oui, commencer peut-être par rappeler le cadre très général de l'organisation de l'archéologie en France. L'archéologie dépend d'un ministère, et en particulier du ministère de la Culture, qui a dans les régions des services déconcentrés que vous connaissez probablement, qu'on appelle les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. Et dans les DRAC, il y a 2 principaux services que l'on peut être amené à rencontrer et à travailler avec dans le cadre de l'archéologie en milieu souterrain. Ce sont les services régionaux de l'archéologie et la conservation régionale des monuments historiques, puisque je vous rappelle notamment qu'il y a des grottes ornées, par exemple, qui sont inscrites ou classées au titre des monuments historiques. Et même, on a la chance d'avoir en France 2 grottes qui sont gérées par un service qui leur sont propres, la grotte de Lascaux, en l'occurrence en Dordogne, et la grotte Chauvet en Ardèche. Voilà. J'ai eu la chance, par ailleurs, de travailler aussi pour la conservation de la grotte Chauvet pendant 2 ans et demi, ce qui a été une expérience très forte et très structurante pour mon parcours professionnel. Donc ce sont donc les services de l'État qui gèrent, coordonnent, organisent l'archéologie en France, les études d'archéologie en France et la conservation du patrimoine d'une manière générale, à travers on va dire 3 grandes missions. La première, c'est d'étudier, puisqu'en fait, le ministère de la Culture, comme je vous le disais, coordonne l'activité de la recherche archéologique en France, notamment en prescrivant les opérations d'archéologie préventive, en délivrant les autorisations de recherche et d'opération, et en assurant le suivi scientifique et technique des opérations d'archéologie, programmées ou préventives. Une deuxième mission qui est celle de protéger, notamment à travers l'archéologie préventive, puisque les services de l'État instruisent des dossiers d'aménagement qui peuvent donner lieu, et j'y reviendrai juste après, à des opérations d'archéologie préventive. Et l'État assure aussi la conservation du patrimoine archéologique en définissant les modalités de conservation des objets, des vestiges, des sites archéologiques après leur découverte et leur étude.
Enfin, ils ont une troisième grande mission que vous connaissez également, c'est celle de promouvoir l'archéologie et le patrimoine, notamment en participant à la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche archéologique de différentes manières, par des publications, par des articles, par des reportages, par des expositions. Voilà. Donc, c'est vraiment l'État l'État et en particulier le ministère de la Culture qui est notre structure de tutelle, même pour nous, service de collectivité territoriale. C'est l'acteur incontournable de l'archéologie en France. Cette archéologie, elle va pouvoir se faire selon deux grands modules. D'abord, ce qu'on va appeler l'archéologie programmée. Donc l'archéologie programmée, c'est, un ensemble d'opérations archéologiques, ce qu'on appelle opérations, hein, ça peut être, une fouille, un sondage, des prospections, des relevés d'art pariétal par exemple, avec des objectifs de recherche scientifique qui sont indépendants de toute menace pesant sur les vestiges archéologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a un chercheur ou un groupe de chercheurs qui se pose une question, qui a une problématique de recherche et qui va bénéficier d'une opération d'archéologie programmée pour répondre à cette question. Donc là, on est vraiment sur de la recherche, pure, j'ai envie de dire. On a un deuxième module, qui est ce qu'on appelle l'archéologie préventive et qui regroupe un certain nombre, d'opérations archéologiques dont le but est d'assurer la sauvegarde du patrimoine par l'étude, lors de travaux d'aménagement du territoire. C'est un nombre très conséquent d'interventions en France et ça peut se diviser en 2 catégories, ce qu'on va appeler les diagnostics, c'est-à-dire qu'avant tout, projet d'aménagement du territoire, la construction d'un collège, la construction d'un aéroport, la construction d'une piscine, d'un lotissement, d'une ZAC, d'une ligne de TGV, on va faire des diagnostics pour s'assurer que l'aménagement ne va pas détruire un site qui nous serait inconnu. Et le diagnostic a pour but d'apporter une première documentation en fait de ces sites-là. S'il n'y a pas de vestiges qui sont découverts, les services de l'État permettent l'aménagement sans délai. S'il y a des objets qui sont découverts, mais que le diagnostic est suffisamment, documentant, j'ai envie de dire, l'aménagement peut continuer. Par contre, si effectivement le diagnostic révèle des vestiges qui sont organisés, un site bien organisé, bien conservé, l'État peut prescrire derrière une fouille, c'est-à-dire des investigations beaucoup plus denses, beaucoup plus extensives, pour mieux documenter et mieux connaître l'extension et la chronologie du site et sa nature. Voilà. Donc tout ça, ce sont des opérations, donc l'archéologie préventive, qui vont se faire en amont des projets d'aménagement du territoire. Pour, continuer sur ce volet un peu réglementaire, et sur le cadre très général, juste vous rappeler, que, l'archéologie est régie par, le code du patrimoine, en particulier le livre 5 et celui-ci donne une définition très précise de l'archéologie, une définition législative. On nous dit que constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité. Très important, le contexte dans lequel ils s'inscrivent, qui permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité, et là encore, chose très intéressante et importante, et de sa relation avec l'environnement naturel. Cette dernière partie est importante, puisque pendant longtemps, l'archéologie ne prenait pas en compte les sites paléontologiques contemporains de l'homme. Prenons par exemple les Avènes-Pièges. Vous en avez un très bel exemple sur la diapo de droite avec ce crâne de cerf qui provient d'un Avène-Piège dans le nord du Gard. Donc le code du patrimoine ne prenait pas et ne protégeait pas finalement ces sites qui sont pourtant contemporains de l'homme et qui forment un contexte dans lequel les sociétés humaines se sont développées. Aujourd'hui, ces sites, qu'on va dire naturels, donc qui ne présentent pas forcément de présence humaine, sont eux aussi protégés au titre du code du patrimoine. Voilà. Ce qui permet d'avoir à la fois des sites archéologiques qui conservent, regroupent des vestiges, des productions humaines et permettent de retracer le développement des sociétés humaines, et des sites qui permettent de documenter l'environnement de ce contexte de développement. Cette première définition, elle permet d'avoir déjà une première idée de ce qu'est ou ce que peut conserver un site archéologique, hein. On nous parle de vestiges, de biens, des traces de l'existence de l'humanité. Mais finalement, elle ne rend pas vraiment compte de la diversité des sites et de leur forme. Elle permet malgré tout d'éveiller des notions de contexte ou de chronologie qu'on va pouvoir développer par la suite. Alors qu'est-ce qu'un site archéologique? Alors c'est une question très difficile, très complexe, puisqu'en fait, il y a une très, très grande diversité de sites archéologiques. Mais on peut,
essayer de proposer une définition, un site archéologique, ce serait un fait ou un ensemble de faits, organisés ou non, et qui témoignent d'une activité humaine, d'une présence humaine, de la plus simple, c'est-à-dire par exemple pour ce qui nous concerne, l'exploration spéléologique, la récupération d'eau dans une grotte, jusqu'à des activités beaucoup plus complexes, comme peuvent l'être par exemple des expressions artistiques, des expressions culturelles, ou par exemple, des manifestations funéraires, des dépôts funéraires. Là, j'ai pris 2 exemples, alors qui ne sont pas forcément issus du milieu souterrain. C'est la sépulture mérovingienne d'Évrossy, dans le Calvados, qui a été fouillée par l'INRAP. Et là, on voit bien ce qui est un ensemble organisé, puisqu'on a une fosse qui a été creusée. Donc le creusement de la fosse constitue déjà un fait archéologique, dans lequel on va venir déposer un défunt, qui sera lui-même accompagné, d'offrandes. Donc on voit qu'il y a des céramiques, on voit qu'il y a des objets en verre, on voit qu'il y a des objets en métal qui accompagnent le mort. Tout ça constitue un ensemble de faits cohérents, organisés et qui témoignent d'une pratique funéraire à une certaine époque, en l'occurrence l'époque mérovingienne, le début du Moyen Âge. Un autre exemple de site archéologique bien organisé, c'est une sépulture antique découverte à Rome, et dans lequel on voit effectivement des restes humains accompagnés là encore, de céramique avec des offrandes alimentaires. Là, on a quelque chose de clos, c'est-à-dire un ensemble clos dans lequel on va avoir les différents témoins de gestes, d'attention à l'égard d'un mort et donc un véritable témoignage de pratiques funéraires. Heu, Ce qu'il faut également préciser, c'est que le degré de complexité d'un site et la nature des vestiges archéologiques qu'il conserve dépendent d'un contexte et d'une fonction. Voilà, ça c'est très important. Dans ce cadre-là, l'archéologue, il est rapidement confronté à la diversité des comportements humains. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il y a autant de comportements que de groupes humains, que de sociétés, au travers de la chronologie de l'histoire humaine. On peut avoir affaire à la fois à des phénomènes très répétitifs, avec par exemple, des productions de céramique à l'époque antique qui se font de manière industrielle, presque sous une forme d'une mondialisation déjà. Comme on peut avoir des gestes qui sont uniques, documentés par, quasiment rien. On peut avoir des comportements qui sont parfois irrationnels, qui vont donner à la création de sites archéologiques, et toutes les activités humaines ne rentrent pas dans un même schéma. Voilà. On peut aussi se questionner sur, la question du groupe et de l'individu. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte pour, définir un site archéologique et comment dire? Et prendre en compte, appréhender la diversité des vestiges et des sites qui peuvent exister à travers le monde et à travers la chronologie. On peut aussi appréhender, un site archéologique en se demandant: «Pourquoi est-ce que je retrouve ces vestiges ici, ici?» Un même objet, apportera une information différente selon s'il se trouve dans un atelier, une sépulture, un habitat ou encore un autre type de site archéologique. Comme vous le disiez, là, on prend l'exemple des céramiques. Eh bien, une céramique dans un atelier de production, une céramique dans un dépôt funéraire, une céramique, dans un dépotoir ou une céramique dans un habitat, comme vous pouvez l'imaginer, elles ne vont pas avoir la même destination et donc la même fonction. On est donc dans le cadre d'un site archéologique sur un subtil mélange entre la diversité des comportements humains et ce qu'on va appeler son contexte taphonomique, c'est-à-dire la façon dont le site se forme et évolue au cours du temps. Donc il y a, une diversité de contextes, archéologiques à travers le monde et à travers la chronologie, et ceux-là vont s'exprimer de manière différente, selon les régions, selon les cultures, selon les capacités cognitives et techniques des individus. Là, je vous ai mis quelques exemples pour exprimer cette diversité. On peut avoir à la fois des sépultures, on peut avoir sur le paroi des grottes des expressions artistiques, on peut avoir des aménagements de terrasses dans certaines grottes. On peut avoir, par exemple, en bas à gauche, des céramiques qui vont, permettre la réunion de groupe à certains moments de l'année et qui vont accueillir des cuissons, pour des cérémonies, par exemple. On peut avoir des dépôts votifs de l'âge du bronze avec des objets exceptionnels, comme on peut avoir aussi, même, au cours du Moyen Âge, une utilisation des grottes pour, contrôler, par exemple, certaines vallées pyrénéennes, voilà. Donc tout ça rentre dans le champ de l'archéologie et forme des sites archéologiques qui sont diversifiés par la nature et par les vestiges, qu'ils conservent.
site archéologique peut correspondre aux vestiges d'une production matérielle humaine, des artefacts, donc des objets manufacturés, des structures architecturales, une villa antique par exemple, une cathédrale, ou ça peut être, des témoins très subtils, voire immatériels, des traces de boucherie sur des os, des empreintes de pas à la surface, des argiles d'une grotte. Donc en fait des traces qui résultent de gestes. Donc on est bien en présence de comportements humains, de pratiques humaines, mais qui vont laisser des vestiges vraiment très ténus, parfois immatériels. Voici quelques exemples que je vous propose, notamment des traces de boucherie sur des restes d'ours des cavernes découverts dans des grottes en Ardèche. Vous voyez que finalement, sur la diapo en haut à gauche, on a cet os qui a une forme plutôt carrée. Si on se penche un peu plus dessus avec une loupe, on s'aperçoit qu'il y a des stries à la surface qui sont, excusez-moi, qui sont des traces de boucherie. Même chose sur cette phalange en bas à gauche, sur la face inférieure, on observe des stries de boucherie qui témoignent d'activités de boucherie, de récupération de la peau, de dépeçage, sur un ours des cavernes. Même chose sur cette côte en bas à droite où on observe des traces de boucherie, faites au silex, probablement en vue de récupérer ou de récupérer de la viande ou, d'éviscérer un animal. Donc ça peut être parfois des vestiges très ténus qui vont se, «dissimuler» entre guillemets, dans un stock de vestiges très important. Le nombre de vestiges importe peu au final, car le quantitatif n'est pas toujours représentatif de l'importance de l'activité humaine sur le site. Quand je dis importance, c'est-à-dire importance au sens de l'investissement des activités humaines. Et puis parce qu'il y a aussi des activités qui ne laissent pas de traces. Donc, c'est pas parce qu'on manque de vestiges archéologiques qu'il n'y a peu de présence ou d'activité humaine sur un site. Voilà. La question du site archéologique, et notamment en milieu souterrain, appelle très rapidement des notions de position primaire et de position secondaire. Ça, c'est des questions qu'on posera régulièrement sur une expertise ou sur des interventions en milieu souterrain. C'est, est-ce que le site, il est en place? Est-ce que ou au contraire, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il n'est pas en place? Est-ce qu'on a juste des débris d'un site? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site, archéologique, après sa formation, il va évoluer au cours du temps. Il y a des vestiges qui vont disparaître, notamment les vestiges qui sont en matériaux périssables, le bois, tout ce qui est matériaux organiques. On a des vestiges qui vont être altérés, déplacés, désorganisés par un très vaste ensemble de facteurs, des facteurs météorologiques, le gel, le dégel, le vent, les pluies, des facteurs physico-chimiques liés par exemple à l'acidité d'un sol, qui peut faire disparaître complètement, des ossements par exemple. Des activités biologiques, de grande ou de petite échelle. Activités biologiques, ça peut être des bactéries, comme ça peut être des escargots, des rongeurs qui vont s'attaquer aux vestiges archéologiques, notamment aux ossements et parfois les faire disparaître complètement. On va avoir par exemple des sédiments qui vont altérer des vestiges archéologiques, des rivières souterraines qui vont pouvoir, emporter tout un stock de vestiges, des carnivores qui vont passer après les hommes pour, profiter du relief des repas, par exemple. Donc tout ça, ça concerne l'évolution du site, ce qu'on appelle la taphonomie et qui doit bien sûr être pris en compte pour comprendre, et recontextualiser le site archéologique. Alors cette évolution, elle peut être à peine perceptible ou au contraire être très importante. Et là, un des exemples probablement les plus parlants, c'est, le gouffre de Padirac que j'imagine tout le monde connaît ici, avec les fouilles, portées par Michel Philippe dans les années 80. En fait, ils ont fouillé, dans le gouffre de Padirac au niveau de l'affluent Robert de Joly, un site paléontologique qui était en position secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, en amont de ce site, il y avait probablement un avène-piège qui a piégé des animaux dans le karst et en fait, par des systèmes de trémies et de remaniement des sédiments et par la rivière souterraine, ces vestiges ont été, transportés par les eaux et redéposés sur une plage qui a été en fait le site archéologique fouillé finalement. Mais, les paléontologues ne sont pas tombés sur le site tel qu'il était au moment de sa formation. Ils sont tombés sur le site tel qu'il avait évolué au cours du temps. Voilà. Donc forcément, on perd des informations, mais malgré tout, il y a quand même des choses à en tirer. Alors l'identification de ce qu'on appelle le contexte, hein, repose, à la fois sur des connaissances théoriques, bien évidemment, mais aussi en grande partie sur l'expérience. Puisque, comme je l'écrivais sur une diapo précédente, et ça c'est ce qui est aussi très important d'avoir en tête, c'est que chaque site archéologique est unique. Voilà.
Il est non reproductible, puisque par définition, le patrimoine est fragile, non reproductible, mais en plus, il est unique. On va ainsi distinguer 2 types de positions, voilà, la position primaire et la position secondaire. Autre exemple, hein, de site, là où on est plutôt sur des vestiges en position primaire, j'ai envie de dire même très, très primaire, c'est l'exemple de la grotte Chauvet, que j'ai la chance de bien connaître, où là on a un site qui très peu évolué depuis sa formation. Par ailleurs, comme vous le savez, je pense la plupart, le site a été scellé par l'effondrement de l'escarpement rocheux qui formait le porche et donc il y a 20 000 ans, la cavité est scellée, on n'a plus d'intrusion humaine, et même de grands animaux jusqu'à la découverte par, Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Heller en 1994 et donc on a la chance d'avoir à Chauvet, sur les parois et sur les sols, des vestiges qui sont extrêmement bien conservés et qui sont, pour la plupart, en position primaire. Donc vous avez par exemple cette trace cette empreinte d'ourson sur une banquette argileuse, hein, elle fait à peine 10 centimètres de large, elle est très, très bien conservée. Je vous ai pas mis le détail, mais si on regarde de plus près, en fait, on aperçoit même la texture des coussinets qui se sont imprimés dans l'argile. En haut à droite, vous avez un des nombreux foyers extrêmement bien conservés, de Chauvet et puis, un important site paléontologique dans lequel on va retrouver parfois en connexion anatomique des squelettes d'ours des cavernes, pas moins de 200 individus répartis à la surface du sol et puis bien sûr des expressions artistiques qui sont d'une conservation remarquable. Heu, pour partager mon expérience, hem, la première fois que je suis rentré et sorti de Chauvet, j'ai vraiment l'impression que, les hommes et les animaux venaient de sortir avant moi. Et là, on est vraiment sur des sites dont la conservation doit primer sur tout, tellement le témoignage archéologique, paléontologique, le témoignage patrimonial est unique. Voilà. Exemple malgré tout très frappant à Chauvet et qui peut justement exprimer aussi cette difficulté des fois à, identifier ce qui est en position primaire et ce qui est en position secondaire, ce qui un exemple qui amène de la nuance dans ce que je disais précédemment, c'est que vous avez en bas à droite cette grande photo qui est un ensemble, d'ours de caverne, donc qui s'est accumulé naturellement lié à la mortalité des animaux et vous avez dans la salilaire ce crâne d'ours des cavernes qui a été volontairement posé sur un bloc et en fait, le crâne, qui au départ était un vestige paléontologique, donc naturel, lié à la biologie de l'ours des cavernes, devient, par la manipulation de l'homme, un vestige archéologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce crâne, il exprime un geste dont on n'a pas la signification aujourd'hui, ni l'intention. Par contre, il témoigne bien de quelque chose. Il témoigne d'une intention, c'est celui de déposer, pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais celui de déposer le crâne sur ce bloc-là. Et donc on passe d'un vestige paléontologique, naturel, à un vestige archéologique, le résultat d'un geste. On parle d'archéologie, immanquablement, on va en venir à la question de, la chronologie et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les échanges que j'ai sur le terrain, c'est quelles sont les limites chronologiques de l'archéologie? Hem, on s'arrête quand? Ça, c'est une des questions les plus fréquentes. Pour les limites anciennes, en fait, on ne se pose pas la question. L'archéologie, correspond la limite inférieure de l'archéologie, j'ai envie de dire, correspond aux plus anciennes productions humaines, sur le territoire national, et donc aux plus anciennes traces de la présence de l'homme, voilà et de ses productions à travers la France. Et quid des limites les plus récentes? Donc vous voyez que les limites inférieures, elles sont quand même assez lointaines, hein. On prend le site de Bois-de-Riquet dans l'Hérault qui est entre 1,3 et 1,1 million d'années, le Vallonné autour d'1 million d'années, et puis on vient vite sur des sites qui sont ouais, relativement plus récents, Tautavel, Terra Amata, Ménez-Drégan, hein, dans le Finistère avec, ces foyers qui sont remarquablement bien conservés. Donc on est sur des chronologies très anciennes, hein, paléolithique moyen, paléolithique inférieur. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les limites, supérieures, les plus proches de nous, hein? Quand est-ce que s'arrête l'archéologie? Eh ben, je vais vous présenter plusieurs exemples qui vont vous montrer que, l'archéologie, elle s'arrête en fait finalement, très proche de nous, voilà et que jusque, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est encore dans le cadre de l'archéologie. Le premier exemple que je vous présente, c'est, la grotte de Vitalis qui se trouve dans l'Hérault
et dont l'étude a permis de renouveler vraiment notre connaissance sur les productions fromagères d'Écosse, du sud de la France au 19e, à partir d'autres sources. Puisque vous savez que nous, archéologues, nous travaillons sur des sources matérielles, à la différence par exemple des historiens qui, eux, vont travailler sur des sources écrites, sur les sources papier. Donc on est deux disciplines qui viennent en complémentarité et qui vont participer toutes les deux à la documentation et la conservation du patrimoine. Donc la grotte de Vitalis, c'est au départ une unité fromagère qui comporte une laiterie, et des installations d'affinage dans les 40 premiers mètres de la grotte de Vitalis. Ce sont des productions de fromage à pâte persillée, produits sur l'Écosse et qui se sont développées en profitant, de la renommée de Roquefort, de l'appellation Roquefort, du fromage Roquefort. C'est un site archéologique qui correspond à un ensemble architectural qui est maçonné, comme vous pouvez le voir, heu, conservé partiellement en élévation, bien que dégradé, on observe quand même qu'il y a des restes de charpente, ce qui est quand même assez remarquable, puis comme vous disiez, le bois pourrit, relativement vite. Donc il y a une étude du bâti qui a été de l'archéologie du bâti qui a été faite par, Eric Kammenthaler, il y a quelques années, en lien avec le service régional de l'archéologie Occitanie, qui devait permettre en fait de restituer les volumes en plus de l'organisation de la structure et de déterminer les capacités de production. Donc ils ont pu déterminer que, sur cette production fromagère et cette unité d'affinage, on avait 760 mètres carrés d'espace de stockage qui permettait de produire 39 000 à 48 000 fromages à un instant T, soit 65 000 à 147 000 fromages à l'année, environ 197 à 441 tonnes à l'année, heu et que les besoins pour cela en matières premières étaient de 12 000 à 32 000 hectolitres de lait de brebis, avec un impact économique local puisque, il fallait 6 000 à 16 000 brebis, soit 30 à 80 troupeaux de 200 bêtes, de 200 têtes pour produire ce lait qui après était affiné dans la grotte de Vitalis. Donc vous voyez que là, on a affaire à une étude qui vient documenter scientifiquement une production locale, d'un sud industriel en milieu souterrain, au sein d'une production qui a lieu entre 1817 et le début du XXe siècle. Donc on est bien sur un site archéologique. On va apporter d'autres informations, en plus que de ce qui est connu à travers, les actes notariés, à travers, les sources écrites. On apporte l'information qui est livrée par l'étude du bâti et qui vient compléter justement les données écrites. Depuis quelques années, s'est développée aussi une véritable spécialité au sein de l'archéologie, autour de l'archéologie des 2 dernières guerres mondiales. Surtout en lien avec l'archéologie préventive qui a, largement investi, les sites de la Somme, de l'Est et du Nord de la France. Mais aussi à travers, des projets mémoriaux, des projets commémoratifs, notamment le centenaire de la Grande Guerre, voilà. Ce sont des comment dire? Des événements qui sont venus catalyser le développement de cette spécialité, de cette discipline en archéologie. Et cette approche archéologique de la Première Guerre mondiale, aussi étonnante soit-elle, parce que c'est que pour des périodes aussi, «récentes» entre guillemets, on a l'impression de tout savoir, eh ben non. Eh ben non, cette archéologie de la Grande Guerre, elle est venue documenter, ce qu'on appelle un artisanat de tranchée. Donc en fait, tous les objets qui étaient produits pendant les moments de désœuvrement des soldats, des poilus. Aussi venu apporter des éléments sur le traitement des morts et les pratiques funéraires en temps de guerre. Des connaissances qui étaient finalement très peu documentées dans le plan patrimonial. Et elle est aussi venue apporter une autre dimension à l'archéologie, qui est celle de participer à la sauvegarde décente des vestiges humains, hein, des restes humains, en lien avec la guerre et en lien avec un devoir de mémoire. Donc il y a aussi un aspect déontologique, j'ai envie de dire, de cette spécialité qui est l'archéologie de la Grande Guerre. Voici quelques exemples, hein, de sites qui ont été fouillés par des archéologues. Il y a notamment la sépulture qui est bien connue, hein, la sépulture d'Alain Fournier, l'écrivain, qui a été découverte à Saint-Rémy-la-Calonne dans la Meuse, mais aussi, régulièrement des fouilles de cimetières, notamment le cimetière français de Spincourt ou le Kilienstollen, qui était un abri collectif allemand à Karlsbad qui s'est effondré, piégeant par là même des soldats allemands, et ça, c'est une fouille allemande, voilà. Donc ça permet de documenter effectivement
un champ de la connaissance de la Première Guerre mondiale dont les mémoires n'ont pas forcément retenu tous les détails. Autre exemple, en lien avec la Première Guerre mondiale et le milieu souterrain, c'est les graffitis de la Grande Guerre qui ont été étudiés dans la cité souterraine de Naour, dans la Somme. On est dans le nord-est de la Picardie et le sud de l'Artois. C'est une ancienne carrière qui est datée pour ces les premières phases du début du XVIIe siècle, avec de nombreuses ramifications, hein, c'est un très grand site. Et finalement, l'étude archéologique qui était menée a remis en cause, en question l'idée qui était communément admise que le site en fait de Naour abritait un hôpital souterrain. Heu, C'était quelque chose qui était repris régulièrement dans les discours, touristiques et en l'occurrence, ce sont 3200 graffitis de soldats de la Grande Guerre qui témoignent, d'un aspect peu connu de ce premier conflit mondial que sont en fait les visites touristiques et les visites d'agrément à quelques kilomètres des lignes de front. Voilà. Donc on vient documenter, la façon dont étaient pratiqués les loisirs et les distractions des soldats pendant la 1re guerre mondiale. Donc c'était une documentation et une étude un peu inattendue, mais qui a apporté quand même beaucoup d'informations, notamment sur l'origine des soldats, par exemple. Enfin, sur cette question de chronologie très récente, je terminerai avec, une autre spécialité qui se développe maintenant depuis une dizaine d'années, là encore, sous l'impulsion de l'archéologie préventive et en particulier sous l'impulsion de l'INARAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui était ça un service, un établissement public de l'État. Heu, on a, un une extension du domaine d'étude qui va venir approfondir notre connaissance sur cette période qui est somme toute très courte à l'histoire de la chronologie humaine. Grosso modo, hein, du 6 juin 44 au 20 août 44, pendant la phase de débarquement des Alliés et cette archéologie, aussi étonnante soit-elle, puisque là encore, hein, on a l'impression de tout connaître de cette période-là, parce que nos parents ou grands-parents l'ont vécu. Eh ben, non, l'archéologie vient documenter notamment, vient permettre de reconstituer des stratégies militaires avec l'installation de camps, de défense. Elle vient également documenter l'impact de la guerre sur les paysages et sur le sous-sol. Elle participe aussi à l'inventaire et à la conservation des vestiges, hein, on y revient, ça va un peu dans le même sens que le devoir de mémoire, hein. Participe à l'inventaire et la conservation des vestiges en matériaux périssables qui, eux, se dégradent très vite. En fait, elle participe à l'écriture d'une histoire, pluridisciplinaire, en confrontant des sources inédites avec des sources écrites ou des témoignages oraux. Elle s'inscrit dans un contexte, hein, où la parole, le récit des personnes qui l'ont vécu peuvent être, incomplets, politisés, enjolivés, lacunaires, volontairement ou involontairement et j'ai envie de dire que, l'actualité d'aujourd'hui et notamment la commémoration sur le massif du Vercors, voilà, plaide dans ce sens, hein. Effectivement, je pense qu'on a tous dans nos familles des parents ou des grands-parents qui ont vécu la guerre. Certains sont très loquaces, d'autres beaucoup plus taiseux. Parce que voilà, ce sont des événements de l'histoire qui sont très, très compliqués et face à cet, aspect parfois lacunaire de la documentation de la source et ben, l'archéologie apporte un autre regard. Voilà. Donc finalement, heu, la Seconde Guerre mondiale, ça rentre dans le champ de l'archéologie et je vais vous donner un exemple qui est encore plus lié, en fait, au milieu souterrain. C'est l'exemple d'une dépollution qui a eu lieu en 2008-2009, dans le sud Ardèche, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer. Hem, qui concernait, l'Aven Chazot, qui se trouve sur la commune de Vallon-Pont d'Arc et dont la particularité qui se trouve à l'interface entre 2 vallées, la vallée de l'Ardèche et la vallée de Libye et l'idée c'était en fait d'arriver à trouver une connexion entre ces 2 vallées. Voilà. Parce qu'on savait notamment que dans la vallée de Libye, à certains moments, notamment pendant des fortes pluies, on avait des écoulements un peu gras, un peu sales qui venaient de cavités et en fait on suspectait ça venait de la veine Chazot qui par ailleurs était connue pour être un dépotoir. Vous voyez, on a une cavité qui est presque un tube, rectiligne, qui va jusqu'à -52 avec un premier P30 et puis un 2e P10 avec, comme vous le voyez sur les photos, à la fois, du remplissage sédimentaire, hein, des argiles, des choses qui ont été lessivées en surface du plateau et qui viennent remplir la cavité, mais aussi
beaucoup de sacs poubelles, de rejets de boucherie, d'équarrissage, 18e, 19e. Et l'une des particularités, de cette Aven, c'est que Robert de Joly en 1946, en 1945, 45-46, quand il faisait visiter l'Aven d'Orniac, avait été, contacté. Une dame était venue le voir en lui disant, à l'issue de la libération de Vallon-Pont d'Arc, à la fin de la guerre, mon mari a disparu. Je pense qu'il a été tué et que son corps a été jeté dans l'Aven Chazot. Robert de Joly n'a pas voulu trop se mouiller au départ, il a dit: Je ne m'y rendrai que, étant saisi par le procureur de la République», ce qui a été fait peu de temps après, en fait. Et donc Robert de Joly était missionné pour, descendre récupérer, le corps de la personne. Et en fait, il y avait un corps, puis il y a eu 2 corps, puis il y a eu 3 corps. Voilà. Donc qui ont été enlevés, qui ont été déposés et transférés dans des cercueils, du moins ce qu'il en restait à l'époque. Et c'est pour ça qu'on avait nous, en tant qu'archéologues, on avait aussi une vigilance particulière sur cette opération. Alors, on était à une époque, 2008, 2009, 2010, je remets en contexte, à une époque où peut-être que les vestiges de la Seconde Guerre mondiale, les sites de la Guerre mondiale n'avaient pas encore complètement investi, le champ de l'archéologie. Donc on est intervenu d'une certaine manière avec, nos moyens, avec, nos intentions. Mais en tout cas, l'idée, c'était, nous étions 5 archéologues à suivre la dépollution qui était organisée par le Spéléo-Club Ressac, un Spéléo-Club du Sud-Ardèche, en lien avec la sécurité civile, puisque en plus d'avoir des corps humains, il y avait également, des munitions, des grenades, des fusils, des obus, des grenades quadrillées anglaises, des grenades à main allemandes, des grenades à poignée. Hem Et il y avait, la possibilité aussi que la dépollution amène à la découverte de vestiges archéologiques. Et il y avait toujours cette question des vestiges humains, voilà. Donc on a assisté l'opération de dépollution du mieux que nous pouvions. Les ves les Tout ce qui était contenu en fait au fond de la grotte était remonté comme vous le voyez sur la diapo, sur la photo à droite dans des kit bags et était trié en surface par nous, 5 archéologues. Pour mettre de côté ce qui relevait de vestiges de faune, actuelle, des vestiges de boucherie, et isoler, les restes humains et les éventuels vestiges archéologiques, plus anciens. En l'occurrence, vestiges archéologiques plus anciens, il n'y a pas eu. Par contre, découvert de nouveaux restes humains, heu, contemporains de la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu quelques-uns, puisque finalement de 3 individus, on est passé à 12 individus. Alors c'est pas si étonnant que ça, puisque dans la mémoire collective, mais d'une certaine manière non écrite, on avait connaissance qu'effectivement, à la Libération, pendant cette période très instable, il y avait eu, des règlements de compte, des exécutions, à la fois par, les forces de libération, mais aussi par, la milice. Il y avait un camp allemand, une caserne allemande sur la commune de Saint-Remez qui jouxte, la veine Chazeau. Et donc c'est pas étonnant d'avoir retrouvé dans cette Avène d'autres vestiges, humains, d'autres restes humains, qui ont été prélevés de la manière la plus scientifique que nous le pouvions, avec les moyens qui nous étaient donnés et qui ont donné lieu à, bien sûr, un signalement en gendarmerie et un dépôt dans un musée de dans un musée de dans le musée de au musée de préhistoire qui par la suite a été, dépôt qui a par la suite été pris en charge par la gendarmerie nationale. Voilà. Donc on était déjà à cette époque-là sur une préoccupation d'une archéologie de la Seconde Guerre mondiale et de l'apport en fait, de notre discipline pour, la connaissance, de cette période-là, mais aussi pour la prise en compte du devoir de mémoire. Voilà, clairement, d'une intervention en termes de déontologie. Finir sur, une note un peu plus humoristique, un peu plus légère. Heu, Vous l'aurez compris, bon, l'archéologie, j'ai écrit, c'est l'archéologie, c'est comme l'humour, toute une question de contexte. Effectivement, c'est important de l'avoir en tête. Un objet archéologique, un vestige qui est déconnecté de son contexte, n'apporte quasiment plus aucune information à part les informations intrinsèques. C'est-à-dire, la matière dont il est fait, éventuellement des éléments de chronologie, mais le pourquoi du comment, pourquoi ce vestige était là, quelle était sa fonction, on ne peut quasiment plus y répondre à partir du moment où il est déconnecté pardon, de son contexte, c'est-à-dire du reste du site. Voilà.
Il y a une très belle exposition qui avait été faite par nos collègues suisses il y a quelques années, ça s'appelait Futur antérieur et l'idée c'était de détourner des objets de notre quotidien, parfois très, comment dire? Très rigolo, très kitsch. Il y a notamment ce petit nain de jardin qui a été interprété, c'était le jeu de l'exposition de réinterpréter des objets, comme si nous étions des archéologues du 3e millénaire qui découvraient des objets du 2e millénaire. Donc ce nain de jardin a été interprété comme une idole ou éventuellement une représentation d'une divinité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a, à l'époque antique, des représentations de dieux qui portent des peaux, une holla pour le dieu Succellus, romain par exemple, le dieu romain Succellus qui porte une holla, un petit pot en céramique, donc voilà. Ce nain de jardin pouvait très bien être une idole ou une divinité. Voilà. Donc l'importance de prendre le site archéologique dans sa globalité et non pas vestige par vestige. Gardez, comme je vous le disais, en tête que en tant qu'archéologue et puis également en tant que spéléologue, on va être confronté à des vestiges qui vont être éparses, organisés, désorganisés, qui vont parfois, témoigner d'intentions qu'on peut facilement identifier et parfois mais aussi de gestes qui nous échappent, voilà. La grotte de Bruniquel, que je pense tout le monde connaît aussi ici, dans le Tarn-et-Garonne, qui relève d'activités néandertaliennes à 300 mètres sous terre, qui ont été produites il y a à peu près 176 000 ans. Donc, le prélèvement de concrétion en vue d'organiser des structures plus ou moins rondes, eh bien, on observe ce qui existe. Par contre, je vous mets au défi de définir quel est le geste et quelle est l'intention derrière. C'est extrêmement compliqué. On raisonne sur des humanités qui sont différentes, sur des chronologies qui sont différentes, sur des environnements qui sont différents, sur une cognitivité aussi qui peut être différente. Donc voilà, il faut rester très prudent derrière. Et c'est aussi voilà peut-être le sens de ma conclusion, sur l'étude d'un site archéologique, en milieu souterrain. Compte tenu de la diversité de ces sites, hein, hem, je vais essayer d'apporter une vision un peu nuancée si vous voulez, heu, de la pratique actuelle de la recherche en archéologie souterraine. Hem Cette recherche, elle doit se fonder à la fois sur un bagage théorique, hein, puisque comme je vous disiez, il y a une diversité d'utilisation et de production qu'il faut connaître, puisque du coup, on a des collègues qui travaillent à travers le monde sur documenter ces sites archéologiques en milieu souterrain. Donc ça demande un bagage théorique, mais ça demande également une forte expérience de terrain pour reconnaître les sites, reconnaître les traces qui peuvent exister dans le milieu souterrain et avoir aussi une connaissance, bien sûr, comme vous l'imaginez, aiguë du milieu, voilà, du milieu souterrain, du milieu karstique. L'archéologie souterraine et l'étude des sites archéologiques en milieu souterrain, c'est forcément aujourd'hui, et mais enfin pas qu'aujourd'hui, hein, en fait ça fait 20 ans que ça existe, voire plus, une approche, obligatoirement pluridisciplinaire. Heu, Ça peut pas se limiter à déterminer ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas, en faisant de ce qui n'est pas naturel quelque chose d'anthropique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça associe à la fois des archéologues, des géologues, des karstologues, des paléontologues, des anthropologues qui vont étudier les pratiques funéraires, par exemple, ou l'évolution humaine, des technologues qui vont étudier, l'évolution des fabrications et des artisanats. Et là, attention aux démarches clivantes qui consistent à dire, «Ah, les autres n'ont rien compris, moi je sais, ce qu'il en est». Heu, il faut être en permanence dans un dialogue et dans une étude et dans une perspective pluridisciplinaire et de croiser les regards. C'est que comme ça qu'on peut avancer, compte tenu du fait qu'on est sur on étudie des sites, qui ont beaucoup évolué, dans la plupart du temps, depuis leur formation et dont l'aspect actuel ne correspond pas à l'aspect originel. L'archéologie en milieu souterrain et comme d'autres champs d'études, hein, notamment la biospéléologie, hein, ont bénéficié depuis 2 décennies environ, hein, de l'attrait et du développement des sciences participatives, ce qui est très profitable, ce qui est très bien d'ailleurs. Et je pense que nous, vous, spéléologues, sommes beaucoup mieux sensibilisés, formés sur les attitudes à avoir, en cas de découverte. Heu j'ai eu la chance, et je l'ai encore d'accompagner, régulièrement des formations sur, l'archéologie à destination des spéléologues et c'est toujours des expériences qui sont très riches d'enseignements et d'échanges et donc on a des pratiquants qui sont beaucoup plus, sensibilisés, et qui sont surtout et ça c'est
probablement un manque qu'il y avait entre les années 50 et le début des années 2000, hein, début des années 90 même, on va dire, pour être un peu moins large, des spéléologues qui sont beaucoup plus associés au projet d'études. Et ça, c'est une force, hein. Au projet d'études, au projet de recherche, au regard de l'expertise qu'ils ont sur le milieu souterrain et en lien aussi avec une certaine forme de professionnalisme, de professionnalisation, pardon, de la spéléologie. Hem, Attention toutefois à cette démarche participative. Gardons à l'esprit que l'archéologie, c'est une science, c'est une démarche scientifique avec, plusieurs niveaux, l'observation, la description des vestiges, l'analyse de ceux-ci, la possibilité d'émettre des hypothèses et d'interpréter et de remettre en contexte les résultats obtenus avec, une connaissance plus large de l'archéologie et de l'histoire humaine. Et ça, c'est très important parce que, régulièrement, on voit passer dans des publications, même si ça peut relever de très bonnes intentions, des choses qui sont parfois pas toujours bien documentées, pas toujours bien étayées, heu, pas argumentées du tout. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ça donne lieu à des interprétations qui sont des fois, très évasives, heu, des surinterprétations qui relèvent plus de la poésie ou du fantasme que de la science. Et face à ces difficultés d'interprétation auxquelles on est tous confrontés à partir du moment où on s'intéresse au patrimoine souterrain, heu et du fait aussi que les vestiges ou les sites soient parfois réduits à des indices, extrêmement ténus, bah, il faut faut faire preuve de modestie, d'humilité. Ça peut être un peu frustrant des fois parce qu'on a envie d'aller au-delà, de se projeter sur quelque chose, notamment quand on est, voilà, le milieu souterrain, c'est un milieu qui attire, c'est un milieu qui fait rêver, mais des fois, il faut savoir être raisonnable et faire preuve de parcimonie, voilà. C'est toute la difficulté de l'étude des sites archéologiques comme le souterrain, mais c'est aussi ce qui fait son charme, je crois. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Vous voyez, j'ai parlé un peu plus lentement que d'habitude, donc j'ai largement dépassé la demi-heure que je vous avais promise. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, si a priori pas de questions mais dès maintenant, je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez intervenir directement. Donc, à vous la parole. Et bon, aucune, Alors, soit il y aucune a 2 solutions, question. soit j'ai endormi tout le monde, soit c'était extrêmement clair. Je ne sais pas. Après s'il y a de toute façon, je suis pas encore tout à fait habitué à votre façon de fonctionner, mais j'imagine que s'il y a des questions qui naissent par la suite, dans la nuit peut-être, je sais pas si vous allez rêver d'archéologie, probablement pas, mais s'il y a des questions qui viennent par la suite, moi je suis tout à fait accessible, je pense que Alexandre et Vincent n'hésiteront pas à donner mon contact, je me rends aussi en tant qu'agent public tout à fait disponible pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur, l'archéologie, en particulier en milieu souterrain et les questions de réglementation ou de pratique, ou de bons réflexes, voilà. Oui, après les questions peuvent passer aussi par la liste mail du Tout à conseil fait, technique tout à fait, auquel tu es inscrit. oui. Alors, peut-être, repréciser un point, hein, j'évoque régulièrement les découvertes fortuites, hein, donc ce sont les découvertes qui sont faites, au cours de désobles ou d'explorations. Heu, Moi quand je suis arrivé au service archéologie départemental, c'est une casquette que j'ai défendue parce que voilà, c'est un champ du patrimoine qui ne peut pas être négligé dans des secteurs aussi riches que l'Ardèche, le Gard, donc il y a bien évidemment les services de l'État qui participent à l'expertise de ces découvertes, mais c'est que voilà, c'est quelque chose sur lequel je milite beaucoup et c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas beaucoup, on est 3 archéologues départementaux pour tout un territoire qui est, extrêmement rural avec, beaucoup de distances à parcourir. Un territoire karstique qui est très grand avec,
connaissez bien les gorges de l'Ardèche, j'imagine, avec des centaines de cavités. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie d'être le plus réactif possible et d'être le plus précis possible dans mes expertises. Donc, l'idée, c'est que je sois en fait régulièrement sollicité pour venir voir des vestiges qui ont été découverts, donner mon avis, faire le lien entre l'inventeur, le spéléologue et les services de l'État dans le cadre de la réglementation, puisque toute découverte archéologique doit être signalée. Voilà, c'est ce que prévoit la loi. Donc moi, je fais cette interface entre le spéléologue et les services de l'État, où je produis un compte rendu, je produis une documentation et éventuellement, je participe aussi aux réflexions avec l'État sur le devenir de la découverte, les éventuelles études qui peuvent être conduites ou les éventuelles mesures conservatoires qui peuvent être prises, voilà, en cas de découverte exceptionnelle qui ne pourrait pas être mobilisée rapidement, étudiée rapidement, ou parce que ou quand on est parfois confronté à des vestiges qui sont immatériels, hein, comme de l'art pariétal, des empreintes, voilà. Donc c'est tout un travail de dialogue et d'expertise entre les inventeurs et les services de l'État qu'on se propose d'assurer au sein du service archéologique départemental de l'Ardèche. L'avantage, c'est on est sur le territoire, on est vraiment dans le département, donc on est vite sur le terrain et c'est ce qui constitue, je pense, une force pour un service archéologique de collectivité, c'est cette réactivité. D'ailleurs, à ce sujet, l'Ardèche est avec un service départemental. Est-ce que c'est une exception sur le territoire? J'imagine qu'il n'y a pas de services départementaux dans tous les départements. Alors non, j'imagine qu'en Ardèche, tous les départements n'ont pas de services archéologiques départementaux. Pour la simple et bonne raison que l'archéologie n'est pas une compétence obligatoire des collectivités territoriales et que la création d'un service patrimonial ou d'un service d'archéologie départemental relève d'une volonté politique. Voilà. D'une volonté politique d'étudier, de conserver d'ailleurs, avant tout, de conserver, d'étudier et de valoriser son patrimoine. Donc c'est un choix qu'a fait le département de l'Ardèche. Tous les départements n'en ont pas, malheureusement. Mais après, je ne saurais pas dire si le fait d'avoir cette compétence ou cette casquette, appelez-la comme vous le voulez, ou ces missions en lien avec la spéléologie et l'archéologie souterraine est unique au département de l'Ardèche, ça je ne saurais pas vous le dire. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, mais est-ce que c'est unique? Ça, je ne sais pas. je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va clore cette présentation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. J'étais un petit peu long, je m'en excuse. Et j'aurais bien évidemment plaisir à revenir vous présenter d'autres problématiques de recherche ou d'autres découvertes ou d'autres études en cours, que ce soit à travers des congrès spéléo ou à travers le comité scientifique de la FFS. Voilà. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, et à bientôt. À très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde.